que si Etudiam a pu vivre, Présidente Penda, je parle sous ta surveillance, c'est parce qu'il y a des personnes, des femmes, des Sénégalaises, qui, bien qu'elles occupent des positions importantes dans les Nations Unies, se sont toujours confondues à nous, avec beaucoup de générosité, pour nous instruire, pour nous parler, pour nous former. Aminata, welcome back. Merci d'être là. Non, non, attendez. Je ne veux pas ces applaudissements maigres. Je veux que vous applaudissez mon panel, mais vraiment avec beaucoup plus de vigueur. Voilà. Après, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on doit les applaudir. Donc, je ne vais pas faire une introduction. Je ne vais pas me mettre à faire une grande introduction. Diago n'est pas là pour nous faire des ci et ça. Mais bon, je vais donner la parole rapidement à la présidente Seynabou Mbaye en te disant que je ne te modère pas. Je sais que tu sauras aller directement à l'essentiel pour nous parler de thématiques. Madame la Présidente Marema Touré, première présidente du Conseil sénégalais des femmes, je vous salue très chaleureusement. Je salue également l'ensemble des présidentes qui sont présentes dans cette salle et l'ensemble des participants. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venue et que je suis restée, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez exigé. Et je pense que nous pourrons partager un peu. Donc je vais parler de l'Assemblée nationale de façon générale, mais je voudrais parler de 3 à 4 points. Donc je vais essayer de rester dans le temps, si le temps nous le permet. Je vais parler de la 4e partie, mais je vais d'abord, je pense que dans ma présentation, je vais prendre en compte également les rôles et fonctions du parlementaire ou de la parlementaire. Je vais d'abord parler des missions de l'Assemblée nationale en tant qu'institution. Et je voudrais également parler dans un deuxième point de l'organisation très brièvement et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parler en troisième point de l'organisation du travail parlementaire et de la procédure législative. Et maintenant, si le temps nous le permet, je vais m'arrêter un peu sur le processus d'adoption des lois, en particulier de la loi de finances. Donc, je voudrais, concernant les missions de l'Assemblée nationale, rappeler que notre pays est un pays de tradition électorale. Ça, nous le savons, entamé pendant la période coloniale. Des maires élus ont existé depuis 1763 à Gorée et à Saint-Louis. La colonie du Sénégal a élu son premier représentant à l'Assemblée nationale française en 1848. Au Sénégal, avant la création de l'Assemblée nationale, ont siégé successivement le Conseil général, le Conseil colonial, le Conseil général ensuite est revenu, l'Assemblée territoriale et l'Assemblée constituante instituée le 25 novembre 1958. Si je décompte tout ça, en 2024, le Sénégal est à sa 176e année de vie parlementaire. Donc cela nous donne l'occasion un peu de revenir sur les missions de l'Assemblée nationale. Il y a une première mission de l'Assemblée qui est une mission de représentation nationale. L'Assemblée est le reflet de la diversité territoriale, économique, sociale et culturelle de la nation. Contrairement à ce que semble suggérer le mode d'élection des députés, avec une liste nationale et des listes départementales, ces députés ne représentent pas uniquement les électeurs de leur localité respective, mais ils représentent la nation entière. Le député détient donc un mandat national. Et je pense que la dernière fois, on a discuté sur quel député nous voulons. Vraiment, c'est les députés du peuple sénégalais. Mais ce mandat national ne peut pas l'empêcher de défendre des intérêts ou des préoccupations du département sur lequel, à partir duquel il a été investi, lorsque les ministères ou les administrations parlementaires passent. Donc, je ne vais pas revenir sur peut-être 2 innovations majeures. C'est le fait que la diaspora soit représentée, ce qui a fait passer l'Assemblée de 150 députés à 165. Mais également, on a parlé tout à l'heure d'une présence, d'une participation des femmes consacrée par la loi
2010-11 du 28 mai 2010 portant parité. Ça, c'était la première mission de représentation. La deuxième mission de l'Assemblée, c'est celle de légiférer. Donc, en ce sens-là, je vais un peu parler des rôles du parlementaire. Je pense que c'est cette mission-là d'adopter des lois qui est la plus connue des citoyens. Vraiment, chaque fois, on dit le Parlement vote seul la loi. Donc, le député, il exerce cette mission en prenant part au vote, aussi bien en commission qu'en plénière, mais en déposant lui-même des propositions de loi. Donc, il y a une initiative parlementaire qui est partagée entre l'exécutif, quand on parle de projet de loi, et l'Assemblée nationale, les députés, quand il s'agit de propositions de loi. Mais vous assistez souvent aux amendements qui sont faits par les députés. Quand un projet de loi émane du gouvernement, aussi bien en commission qu'en plénière, les députés ont la prérogative de faire des amendements sur les textes qui sont en cours de discussion. Donc c'est une deuxième mission qui est extrêmement importante, qui est la mission de légiférer, donc de voter des lois. Il y a également la troisième mission du député qui est de contrôler l'Assemblée, de contrôle de l'action du gouvernement. Donc vraiment, ça c'est une mission que tout le monde connaît, et quand on vient au niveau du député, il y a vraiment beaucoup de mécanismes sur lesquels il peut s'appuyer pour faire ce contrôle de l'action du gouvernement. Par exemple, quand le gouvernement, le Premier ministre vient faire sa déclaration de politique générale, ce qui n'est pas encore le cas, le député, bon, il agit conformément à la loi, et donc il a plusieurs mécanismes, comme par exemple des sessions de questions d'actualité au gouvernement. C'est dommage que le Sénégal ait vraiment reculé sur ce point. Je sais que lors de la 13e législature, on a eu beaucoup de sessions de questions d'actualité au gouvernement. Le Premier ministre vient à l'Assemblée accompagné de l'ensemble des membres du gouvernement, et les députés ont la latitude de lui poser des questions auxquelles les différents membres du gouvernement répondent. Ça, on l'a bien vécu avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. On l'a vécu parfois aussi avec Amadou Ba, mais je pense qu'au niveau de la 14e législature, on n'a pas du tout usé de cette prérogative. Il y a également les questions orales et écrites. Cette 14e législature s'est plutôt illustrée avec les questions écrites. On a eu des centaines et des centaines. Un député comme Guy Marius Sagna, mais sur toutes les questions, il pose des questions écrites aux membres du gouvernement. Et il y a également des femmes qui se sont illustrées. Moi, je me souviens, il y a Oulimata Diédhiou, je pense Oulimata Diédhiou ou Sidibé, qui est de la Casamance, qui a posé énormément. Donc, c'est des prérogatives sur lesquelles vraiment les députés peuvent s'appuyer pour exercer cette mission de contrôle de l'action du gouvernement. Il y a également les commissions d'enquête parlementaire qui peuvent être instituées donc, par l'Assemblée nationale pour exercer cette mission. Et enfin, une dernière mission dont l'Assemblée a hérité par la loi constitutionnelle 2016 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution. C'est à l'issue du référendum de 2016. Et cette attribution, c'est l'évaluation des politiques publiques. Donc, au-delà de la politique globale du gouvernement, les députés peuvent aller scruter des points précis de son action à travers un examen approfondi des résultats obtenus par les administrations. Nous savons que cette prérogative n'est pas encore mise en œuvre parce qu'évaluer une politique publique, ce n'est pas sur une année ou deux. Vraiment, ceux qui font dans l'évaluation savent que ça doit prendre beaucoup d'années. Donc peut-être qu'ils peuvent commencer, mais en tout cas, et ça demande également des compétences techniques réelles pour vraiment évaluer, faire une évaluation. Donc, prendre les rapports qui sont déposés par les ministères sectoriels, faire un examen approfondi, faire une étude pour évaluer les résultats. Donc ça, c'est une mission également. Maintenant, au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est prévu la mise en place d'un comité d'évaluation des politiques publiques. Mais je pense qu'on n'a pas encore mis en place cette commission depuis lors. Ça aussi, ça peut retarder le travail. Donc ça, je pense que ça parlait un peu des rôles. Donc je vais surveiller le temps aussi. Je voulais parler un peu comme de façon générale, on est en train de parler de l'Assemblée nationale, de son organisation et de son fonctionnement. Donc nous savons que c'est l'Assemblée qui détient seul le pouvoir législatif
C'est l'Assemblée seule qui vote la loi et il y a toute une organisation politique mais administrative qui se trouve au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est là qu'on va retrouver donc le bureau de l'Assemblée, parce que l'Assemblée a un bureau. Tout à l'heure, on a parlé de l'application de la loi sur la parité dans la composition du bureau. Le bureau de l'Assemblée, il comprend un président, 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus et 2 questeurs. Donc, le président de l'Assemblée, il est élu pour une durée de 5 ans, qui coïncide avec la législature, mais les autres membres du bureau, à chaque ouverture de session, ils sont élus. Donc c'est un mandat d'1 an qui peut être renouvelé. Les présidents des groupes parlementaires siègent aussi au bureau, en dehors de ces 17 personnes-là. Donc ils sont membres du bureau, et c'est le bureau de l'Assemblée qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Maintenant, je vais passer après le bureau. Il y a la conférence des présidents. C'est une autre instance importante de l'Assemblée nationale qui réunit les membres du bureau, mais également qui réunit les présidents de commission et le rapporteur général du budget. Donc, et maintenant, à cette réunion de la conférence des présidents, prend part le ministre qui est chargé des relations avec les institutions. Il y représente le président de la République et le gouvernement. Il ne prend pas part au débat. Il a juste une mission de représentation. Il vient, mais il y a tout un travail de coordination qu'il peut faire en amont avant de venir à la réunion. Mais à la réunion, il n'a même pas le droit de demander la parole. Il prend la parole lorsque le président de l'Assemblée nationale veut bien la lui donner. Donc, ça également, c'est les 2 instances vraiment politiques de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai parlé de la conférence des présidents, donc, qui organise les débats. Maintenant, ces 2 organes vont travailler pour organiser les sessions parlementaires. Nous savons qu'il y a maintenant une session ordinaire unique qui commence au mois d'octobre et qui se termine au mois de juin. Donc, le règlement intérieur de l'Assemblée dit que la session ordinaire de l'année est ouverte dans la première quinzaine du mois d'octobre et prend fin dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc généralement c'est le 30 juin. Cette année on avait prévu le débat d'orientation budgétaire le 29 juin pour clôturer et le débat n'a pas pu se tenir. Mais il y a à côté de la session ordinaire unique la possibilité d'ouvrir des sessions extraordinaires. En 2024, il y a eu 3 sessions extraordinaires parce que la situation politique l'avait commandé. Il y a eu d'abord une session extraordinaire convoquée par les députés pour réviser le règlement intérieur. Nous avons suivi ensemble tout le débat qu'il y a eu sur la non-conformité entre la loi promulguée portant modification du règlement intérieur et le règlement intérieur qui a été édité. Et c'est vrai. Ce règlement intérieur édité en 2021 avait réintégré des dispositions qui n'étaient pas dans la loi promulguée. C'était ça le fond du problème. Donc il y a eu cette session qui a permis vraiment de mettre à jour le règlement intérieur. Il y a également eu une autre session extraordinaire convoquée par le gouvernement de révision constitutionnelle et qui visait la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. On connaît la suite, les députés ont rejeté donc cette proposition et il y a eu une 3e session extraordinaire, là aussi convoquée par le gouvernement, pendant laquelle il était programmé donc la tenue du débat d'orientation budgétaire jusqu'au 13, mais l'Assemblée a été dissoute le 12. Donc vraiment, c'est les 2, disons, c'est les sessions qui peuvent être convoquées par l'Assemblée nationale. Maintenant, parlant du travail parlementaire, il y a toute une procédure législative que l'on retrouve dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Ce règlement, les députés l'ont, tous les députés l'ont à l'ouverture de la session, les membres du gouvernement l'ont, mais comme vous l'avez dit, cela nécessite un renforcement de capacité pour mieux comprendre les dispositions qui y sont contenues. Donc vraiment, c'est le titre 2 du règlement intérieur, précisément le chapitre 16, article 60, qui décrit toute la procédure législative.
qui est emprunté lors de l'examen des projets ou des propositions de loi. C'est la même procédure, hein, qu'il s'agisse de projets ou de propositions de loi. Le texte est déposé au niveau du service législatif de l'Assemblée. Le service législatif dépend du secrétariat général. Il communique l'information au secrétaire général de l'Assemblée. Et maintenant, il y a l'enregistrement sur un rôle, ce qu'ils appellent un rôle. Donc, il y a un numéro. Et c'est pourquoi vous entendez les députés dire « J'ai déposé une proposition de loi, je n'ai pas obtenu de réponse, on ne les a pas examinées. » Donc, chaque fois, on enregistre sur le rôle. Maintenant, si on décide d'examiner vraiment le projet ou la proposition de loi, c'est d'abord la conférence des présidents. Donc, vraiment, elle est habilitée à arrêter les calendriers de travail de l'Assemblée nationale. Donc, c'est la conférence des présidents qui se réunit d'abord et qui arrête ils appellent ça un calendrier de travail pour le passage en commission et en plénière. Quand nous sommes dans une procédure normale, il y a ce qu'on appelle le délai de 10 jours de lecture. Il faut permettre aux députés pendant 10 jours de lire, de comprendre, d'aller solliciter une expertise extérieure pour comprendre le projet de loi. Donc, c'est un délai de lecture de 10 jours. Maintenant, quand on est en procédure d'urgence, ces délais sont très raccourcis. En procédure d'urgence, vous pouvez avoir des délais de lecture de 2 jours, hein, le plus souvent. Ou bien, la conférence se réunit, moi il est arrivé, la conférence se réunit le matin et on dit la commission se tient à 15 h. Vous êtes obligé, donc, parce que c'est la procédure d'urgence qui le commande. Et maintenant, on confectionne les convocations, on les diffuse auprès des membres du gouvernement et auprès des députés. Et maintenant, le texte, il passe en commission technique et ensuite en commission des finances. Une fois que le texte est adopté, il est transmis sans délai par le président de l'Assemblée nationale au président de la République, qui a l'initiative de la promulgation des lois, donc au terme de l'article 71 de la Constitution. Ça, c'est vraiment l'Assemblée nationale avec son organisation et tout. Je ne sais pas, il reste juste une dernière partie, Madame la... C'est juste les lois de finances, parce que ce sont les lois de finances qui retiennent l'attention du peuple sénégalais. Ce sont les plénières qui sont diffusées le plus souvent par les télés. Il y a une télé privée qui diffuse en direct les travaux, il y a la RTS qui diffuse, etc. Et je pense que nous, dans les réformes qu'on proposait, c'est qu'il y ait une chaîne semi-parlementaire. Pendant longtemps, on a proposé que la deuxième chaîne de la RTS soit une chaîne semi-parlementaire. C'est une chaîne culturelle, mais elle pourrait permettre d'améliorer en tout cas le travail parlementaire et l'accès du citoyen à l'information parlementaire. Donc, quand on parle de procédure pendant l'adoption du budget, vraiment, c'est l'ensemble des règles, des acteurs qui gravitent autour de la préparation de l'examen de la loi de finances. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase parlementaire par la phase du gouvernement. Et dans cette phase parlementaire, nous savons que le projet de loi de finances, il est d'abord adopté en Conseil des ministres. Il y a un communiqué du Conseil des ministres qui en parle. Et généralement, c'est au mois d'octobre. En général, dans la première quinzaine, peut-être le premier mercredi du mois d'octobre, on entend dans le communiqué que le gouvernement a adopté le projet de loi. Une fois qu'il est adopté, il est transmis à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale prend le projet, l'enregistre dans son rôle et maintenant le distribue au niveau des députés. Tous les députés reçoivent ce projet-là. Et j'avoue que c'est là où je suis d'accord qu'il faut renforcer les capacités. La valise, quand nous la recevons, c'est un sac. C'est un sac comme ça qui comprend l'ensemble. On ne peut pas le soulever. On ne peut pas. Tellement c'est lourd. Vous avez les projets de loi de l'ensemble des ministères. Vous avez tous les documents annexes. Vous avez énormément de livres. On l'appelle même une valise. Tellement c'est lourd. Et les gens du ministère des Finances passent des jours à imprimer tout cela. Et nous pensons également qu'on peut moderniser cela. On est à l'ère de la digitalisation. On peut avoir des clés USB, etc. Donc les députés vont lire pendant 10 jours. Et maintenant, la réforme a fait qu'on n'a plus 3 passages, mais 2 passages. Il y a une intercommission autour de la commission des finances et du contrôle budgétaire. Et les commissions techniques compétentes viennent. Donc on examine
on discute le projet de loi. Donc ça, c'est toute une phase de discussion où tout le monde peut participer. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, chaque député a le droit de s'inscrire dans 3 commissions au maximum. Il y a la commission des finances qui a le plus grand nombre, qui a jusqu'à 40 membres. Les autres commissions ont peut-être 20 ou 30 membres, mais maintenant tout le monde participe au débat. Mais à l'heure du vote, seuls les membres vont voter. Donc le projet de budget, donc, de façon sectorielle, c'est les ministères sectoriels qui passent. Normalement, la commission ne devrait même pas voter, parce que c'est l'Assemblée qui vote. On examine, donc on vote les titres, mais on ne vote pas tout le budget. Et on renvoie maintenant à la plénière. Et à la plénière, il y a un rapport qui est présenté. C'est le rapport des travaux. Et c'est sur le rapport des travaux maintenant que les députés sont appelés à se prononcer. Mais quand nous savons tous que ça ne se passe jamais comme ça. C'est une tribune, il y a la télé qui est là, chacun veut prendre la parole, chacun veut parler à son terroir. Ça se passe. C'est pourquoi souvent c'est très compliqué, ça traîne en longueur. Il y a beaucoup d'intervenants qui disent exactement la même chose. Donc c'est cela. Et maintenant, on a le calendrier, on a le passage, on examine. Et il y a des délais. Ce qu'on est en train de vivre, 1 minute, on n'a pas adopté la loi de finances encore. Généralement, l'Assemblée ouvrait vers le 13, le 14. On examinait jusqu'au 10 décembre en général. C'est les délais. Là, on est en train d'attendre ce qui va se passer. Maintenant, on a des possibilités. Le Parlement, si le retard est imputé au Parlement, il sera dessaisi du document financier qui sera mis en œuvre par ordonnance. Je termine. Si c'est le non-respect du délai est imputable à l'exécutif, maintenant le président de la République, soit il prolonge les délais, il peut prolonger les délais après l'installation de l'Assemblée nationale, soit maintenant il reconduit par décret les services votés et prescrit la perception des impôts existants. Et dans ce cas, les discussions à l'Assemblée nationale peuvent se poursuivre. Donc c'est des cas de figure que nous sommes en train de vivre et on va voir quelle sera l'option du président de la République dans quelques jours. Je vous remercie vraiment et je m'excuse d'avoir été très longue. Merci. Il n'y a aucune excuse à nous présenter. Et je crois réellement que c'est Oumou qui me soufflait. Nous avons ici notre premier cours, mais je pense que nous n'avons pas seulement notre premier cours. Nous avons ici notre formatrice de formateurs sur les questions de renforcement des capacités. Je ne l'ai pas arrêtée parce que Seynabou Mbaye a été présentée seulement comme présidente du COSEF. C'est à ce titre qu'elle est là. Mais dans le COSEF avec nous, elle était déjà grande directrice, pilier au ministère des institutions. Et cela, je pense qu'il faut le dire, parce que le mouvement des femmes peut s'enorgueillir. Si nous disons nous avons de l'expertise, c'est que nous avons de l'expertise. Je vais passer la parole tout de suite à Aminata, qui est une expertise qui n'appartient plus seulement au Sénégal. Mais je pense, Aminata, je ne vais pas te modérer non plus. Je te donne la parole sur une question qu'on aurait dû traiter avant de traiter l'autre intervention, parce que Aminata, elle, va nous parler des enjeux de l'élection législative. Je pense qu'une communication qui est la mère de la communication que Seynabou Mbaye vient de nous donner brillamment. Merci beaucoup, Marema, ma chère Badiane, comme je t'appelle. C'est toujours un plaisir, un bonheur de me retrouver à Atoudjam et d'interagir avec mes sœurs, mes tatas, sur ces questions qui nous interpellent toutes. On m'a demandé de parler des enjeux des élections législatives. J'ai dit à peine, qu'est-ce que je vais dire? Elle me dit, je m'en fous. En tout cas, tu dois être là et tu dois parler des enjeux. Donc voilà, je suis obligée de parler des enjeux.
Je vais essayer de l'approcher sous l'angle droits humains, parce que c'est ça mon expertise. Et donc, comme nous le savons toutes ici et tous, les élections législatives jouent un rôle crucial dans une démocratie et comportent plusieurs enjeux. Il y a des enjeux du point de vue politique, sociologique, etc. Mais comme j'ai dit, je vais l'aborder sous l'angle des droits humains. Car elle influence indirectement et directement la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment des droits civils et politiques. Et donc, à ce titre, je vais rappeler l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel le Parlement est l'institution par laquelle le peuple exerce son droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. Et cet article a été repris par le Pacte international sur les droits civils et politiques, mais également par tout l'arsenal juridique des pays à travers les codes électoraux. Et pour que les droits de l'homme deviennent une réalité pour tous et toutes, les parlements doivent jouer pleinement leur rôle. Je ne vais pas revenir sur le rôle de légiférer, d'adoption de budget, de contrôle du gouvernement, parce que largement exposé par notre experte formatrice, mais surtout également les obligations des États à l'écart des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme. C'est également les parlements qui doivent surveiller cela. Et l'action en faveur des droits de l'homme dans le cadre des processus électoraux est donc essentielle à toutes les étapes, avant, pendant et après les élections. Parce qu'en fait, les élections ne se limitent pas. Les élections, c'est tout un processus. Avant les élections, donc il y a des choses à surveiller, à nous assurer que tout est en place, tout est en phase, etc. Pendant les élections et après les élections. Et avant les élections, ce n'est pas seulement pendant la campagne électorale, c'est bien avant. Et tout cela, c'est pour maintenir un environnement sûr et pacifique. Quand on parle de plateforme de veille, on parle de la paix. J'ai lu tout à l'heure, suñu ëtt jàmm rek la woote, ça c'est un message important. Donc, et cela contribue à renforcer la crédibilité du processus électoral. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 mots-clés à considérer dans cela, dans le processus des élections. La liberté, la transparence, la justice et la paix. On parle souvent d'élections libres, transparentes et paisibles. Et je pense que l'essence même de ëttu jàmm, c'est cela. Et j'ai toujours l'habitude de rappeler une citation de notre ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son allocution qu'on appelait vers une liberté plus grande, où il disait qu'il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix ni développement sans le respect des droits humains. Donc le bon déroulement des élections est en lui-même un enjeu pour les droits humains. Et donc, par contre, nécessairement pour la paix et la stabilité dans les pays. Donc, le premier enjeu, c'est le respect des droits civils et politiques dans le processus électoral. La liberté de vote, la liberté sans intimidation ni corruption, l'accès équitable à l'information et aux médias pour tous les candidats et même les électeurs, la transparence et l'intégrité des résultats. Et donc, pour cela, il faut nécessairement prévenir les fraudes électorales, la violence, on a vu, et malheureusement, il y a eu de la violence pendant la campagne électorale. Et il y en a souvent eu. J'ai dit la dernière fois dans un autre panel que on ne peut pas minimiser ce qui se passe au Sénégal, mais si on voit ce qui se passe ailleurs également, on se dit que quand même, voilà, on peut relativiser. Je parle sous le contrôle de Oumou, avec qui j'étais au Burundi. On nous appelait pour compter les morts. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Et également, la présidente d'honneur de cette plateforme-là, qui travaille sur ces questions-là, à chaque fois. C'est une fierté à chaque fois qu'on travaille sur ces questions-là en Afrique. On nous demande, vous connaissez Binta Diop? Je dis, bien sûr, on connaît Binta Diop. Donc, c'est important, la paix pour nous, dans ce processus-là.
l'intégration de la dimension genre, le rôle des médias, je l'ai dit, mais surtout également l'implication des groupes spécifiques, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, et je pense que la représentante des personnes handicapées était là tout à l'heure. Et donc pour cela, il faut l'existence de mesures pour protéger les droits politiques, les libertés fondamentales de toutes les personnes impliquées, afin de faciliter l'exercice des droits politiques et des libertés fondamentales. L'importance des initiatives de monitoring. On voit ici au Sénégal, il y a COSC, il y a WANEP, il y a Ëttu-Jàmm. C'est des initiatives très très importantes. Par exemple, Ëttu-Jàmm, depuis 2012, a été mise en place et j'ai toujours partagé cette bonne pratique dans les autres pays où j'ai travaillé, surtout par rapport à sa stratégie des 3M, la mobilisation, la médiation, les médias. Et c'est ce qu'on appelle une bonne pratique et je pense que nous l'avons tous partagé partout où nous sommes partis. Et ça, ce que ça implique, c'est que le travail qui est fait en amont, parce qu'en général, ces élections législatives, c'est parce que ce sont des élections anticipées, on n'a pas pu avoir le temps de faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais à travers la mobilisation, il y avait une évaluation de la situation. Et donc cette évaluation indépendante, impartiale et objective du processus électoral est très très importante parce que les organisations qui composent ce réseau, cette plateforme, sont des organisations très crédibles, qui ont la confiance de la population. Et donc l'évaluation que ces organisations-là font du processus est très importante et cela favorise l'acceptation des résultats du vote. Cela encourage également la participation et accroît la confiance des électeurs et électrices envers ce processus-là. Ça également assure la régularité du processus électoral parce que ça permet d'éviter les violences, les intimidations. On a vu à chaque fois qu'il y a eu des problèmes qui ont été reportés au niveau de la salle de veille, il y a le groupe de médiation qui était là pour prendre les devants, pour désamorcer ces velléités de violence ou de problèmes afin que le processus reprenne normalement. Donc ça, c'est également l'intérêt. Et par conséquent, ça facilite la prévention et la résolution des conflits et apporte un soutien à l'éducation civique à travers la mobilisation, à travers la sensibilisation des médias. Donc le deuxième enjeu, pour moi également, c'est le choix libre et éclairé des parlementaires. C'est le choix libre et éclairé pendant le vote. C'est très important. Le Parlement est l'institution, je l'ai dit tout à l'heure, par laquelle le peuple exerce son droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. Donc, on a parlé tout à l'heure du rôle législatif, de représentation, de contrôle. Et donc ça, ce sont des missions très, très importantes. Pour les confier, il faut les confier à des personnes en qui nous avons confiance et sur lesquelles nous pouvons compter pour défendre nos intérêts, surtout en tant que femmes, par rapport à nos besoins spécifiques, par rapport aux discriminations que nous subissons, etc. Donc, et à travers ces différentes fonctions, les parlementaires doivent assurer la protection des droits fondamentaux dans les lois. Ils sont responsables, on l'a dit tout à l'heure, de l'élaboration, de l'amendement, de l'adoption des lois. Et donc, parfois, j'ai l'habitude de revenir sur les conventions internationales parce qu'en fait, les discriminations que nous subissons au niveau de nos législations internes, pour remédier à ces discriminations-là, nous faisons souvent appel aux conventions internationales. Et parfois, ce qu'on nous rétorque, c'est qu'on nous amène des textes adoptés ailleurs et on veut nous l'imposer. Et c'est important que nous faisons comprendre à nos parlementaires que ces textes-là, une fois adoptés au niveau international, quand l'État va pour signer ces textes-là, il revient pour soumettre aux parlementaires qui donnent l'autorisation à travers une loi de ratifier. Donc le Parlement, c'est la représentation du peuple. Donc c'est le peuple qui donne cutus à l'État pour ratifier. Si les parlementaires regardent les textes, les parcours et pensent que ce n'est pas des textes qu'il faut adopter, ils ne donnent pas l'autorisation de ratifier. Donc quand nous invoquons une convention pour dire que c'est une convention signée et ratifiée, que les populations, les parlements, tout le monde sache que
ce sont des conventions ratifiées avec l'autorisation de nos mandants. Donc, ils doivent également contribuer au renforcement des institutions de protection des droits humains, comme la Commission nationale, je parle de la Commission nationale des droits de l'homme et je vois la présidente à la télé comme ça, l'Observatoire de la parité, les organismes de lutte contre la corruption, etc. Et donc, l'enjeu majeur, c'est de garantir des institutions indépendantes et efficaces. Par exemple, pour la Commission, je reviens un peu sur la Commission nationale des droits de l'homme. Le Sénégal avait un comité national des droits de l'homme qui n'était pas conforme aux règles et qui était rétrogradé au statut B. Au niveau des instances de décision, on n'avait pas droit à la parole. C'est maintenant avec la nouvelle loi que nous avons une commission. Et cette commission doit être suffisamment dotée de moyens pour que son indépendance puisse être assurée et que les droits puissent être... le respect des droits puisse être revendiqué convenablement. Donc, le rôle dans la mise en œuvre des engagements internationaux, je ne vais pas y revenir. En ce qui concerne les femmes, Marianne me regarde, je pense que j'ai quelques minutes encore. Je veux juste mettre un petit accent sur les femmes, parce que les élections législatives, quand même, sont un moment clé pour les femmes, car elles offrent une opportunité de renforcer leur participation politique et de promouvoir des politiques qui protègent et élargissent leurs droits. Donc, pour cela, les principaux enjeux pour les femmes dans ce contexte, c'est l'accès à la représentation politique. Les femmes, dans le monde entier, sont sous-représentées dans les assemblées législatives. Au Sénégal, la question est réglée en partie, je dirais, avec la loi sur la parité, mais l'enjeu de taille est de maintenir une veille permanente pour ne pas perdre cet acquis de taille. Et on a pu nous en rendre compte avec les élections locales. Combien de fois on a violé la loi sur la parité? Combien de recours nous avons formulés pour pouvoir être rétablis dans nos droits? Et donc ça veut dire que dès qu'on baisse la garde, cet acquis sera perdu. Alors qu'on doit aller au-delà, parce que la parité ne doit pas être seulement le protocole de Maputo qui a été le socle de cette revendication-là, ne se limite pas aux instances électives et semi-électives. Donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a également l'accès équitable au processus électoral, l'adoption des lois favorables à l'égalité de genre, parce qu'une plus grande représentation des femmes au Parlement doit influencer l'agenda législatif en faveur des femmes, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais d'un choix éclairé des personnes en qui nous donnons notre confiance. Parce que ce n'est pas parce qu'on est femme seulement qu'on va défendre les droits de la femme à l'Assemblée nationale. Donc il faudrait que nous fassions en sorte que nos choix porteront sur des leaders, ou sur en tout cas sur des femmes que nous allons outiller pour qu'ils puissent plaider pour la révision des lois discriminatoires, pour des lois par exemple sur les droits de la santé, de la reproduction, l'accès aux fonciers, qui sont des problèmes qui sont là et qui ne sont pas toujours réglés. Donc, il faut également le renforcement des droits économiques et sociaux des femmes. Les élus, les femmes élues peuvent jouer un rôle déterminant dans l'adoption de politiques publiques visant à réduire les inégalités économiques et sociales, notamment en matière de santé maternelle et infante, l'accès à l'éducation, droit au foncier. Donc, s'assurer que les besoins également des femmes dans les zones rurales soient bien pris en compte et combattre les inégalités, pas de manière ponctuelle, mais les inégalités structurelles. Je parle sous le contrôle de Oumou, l'experte en genre. Il faut vraiment des réformes structurelles pour régler ces problèmes de discrimination et de marginalisation des femmes avec des politiques inclusives. Et la lutte enfin contre les violences faites aux femmes également, c'est des enjeux majeurs qu'il faut prendre en compte dans ces processus-là. Quand on aura nos femmes parlementaires, qu'on puisse les outiller, on a eu à avoir des avancées significatives dans le cadre de ces discriminations avec la loi sur la nationalité, l'équité fiscale, tout récemment la criminalisation du viol. Mais il y a tout un arsenal qui est là et qui est discriminatoire et sur lesquels on est depuis 2010, je ne sais pas, ou même avant, pour l'harmonisation et pour lesquels on n'arrive pas à avoir des solutions.
L'inclusion des femmes marginalisées, on voit que par exemple les femmes rurales, les femmes en situation de handicap font face à une double discrimination. Les législatives doivent permettre une représentation qui prend en compte leur diversité et soutenir des candidats issus de ces groupes, élaborer des politiques spécifiques répondant à leurs besoins. Donc, je conclus. En conclusion, en fait, les élections législatives sont une opportunité majeure pour renforcer les droits humains, à condition que les élus s'engagent à les défendre. Mais pour que les élus s'engagent à les défendre, il faut qu'ils connaissent vraiment les enjeux. Et ça, c'est notre rôle. Tout à l'heure, j'ai vu une discussion qui doit faire l'observatoire, nous, les femmes, les réseaux. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer à un certain niveau là-dessus. Donc, si vraiment les élections peuvent être une opportunité, elles peuvent aussi être un risque si elles aboutissent à des politiques qui restreignent les libertés fondamentales. Pour les femmes, les élections doivent être un levier essentiel pour renforcer leur influence politique, promouvoir des lois en faveur de leurs droits et s'attaquer aux discriminations systématiques. Cependant, ces progrès nécessitent un effort collectif, pas seulement les femmes, mais les hommes. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut vraiment que les hommes également soient impliqués pour éliminer les obstacles et garantir un cadre électoral équitable. Et une fois élu, je répète encore que c'est ma dernière, c'est ma recommandation, les femmes doivent être outillées, mieux outillées, pour connaître l'institution, leur institution parlementaire, comprendre son fonctionnement et la mission qui leur est confiée. Nous avons eu, je pense à la 12e législature, eu à former des femmes parlementaires et même élaborer un guide du parlementaire sur les droits de l'homme, le genre et le budget. C'était avec l'AGS et nous avions parrainé, chaque femme parlementaire avait une marraine juriste qui l'aidait à lire certaines lois, etc. Je pense que c'est des bonnes pratiques qu'il faut revoir et remettre sur la table. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que vous avez applaudi pour Aminata. Et je vous demanderai d'applaudir pour les deux. Je vous demanderai d'applaudir pour les deux parce que je m'étais abstenue de faire un commentaire. Et je ne commenterai pas non plus pendant longtemps. Je vais vous laisser d'abord la parole. Je voulais juste, à ce moment, faire retenir deux grandes questions qui ont émergé des deux communications. La question centrale de la redevabilité parlementaire. Parce que je pense que la qualité du député, de façon générale, que ce soit la parlementaire ou le parlementaire, c'est sa capacité à porter les enjeux de la nation. Vous l'avez bien dit, il n'y a pas de député pour les femmes, il n'y a pas de député pour Diourbel, il n'y a pas de député pour Ndouloumbadji Dembe, il y a des députés du Sénégal. Mais parce qu'il y a des députés du Sénégal, les députés du Sénégal doivent porter forcément les enjeux nationaux, mais porter aussi les spécificités des unes et des autres. C'est pour ça que c'est important que les députés, femmes et hommes, comprennent les enjeux. Je pense que la deuxième question que je voulais faire retenir, c'est que toutes les deux, vous nous avez dit, Seynabou d'abord en nous disant que les premières élections de maire dataient de 1763, et Aminata en attirant notre attention sur la question des conventions internationales et leur appropriation. Pour moi, cela pose la question de comment est-ce que nos institutions, comment nos parlementaires, comment les gens qui légifèrent chez nous prennent en compte l'historicité et la culture dans laquelle ce qui est voté, ce qui est discuté s'inscrit.
Je pense qu'il y en a parmi vous qui étaient aux assises de la justice. Je regarde la présidente qui somnole. Maintenant, elle a ouvert les yeux. Elle était avec moi aux assises de la justice. Et vous avez vu qu'aux assises de la justice, il était beaucoup question de la convention de Maputo. Et les gens nous disaient aussi, fondés sur leur propre légitimité, nous ne voulons pas la ratification de certaines choses ou nous ne sommes pas engagés par la ratification de certaines choses. Si les maires ont été votés en 1763, c'est parce qu'ils ont trouvé ici, depuis l'époque, des formes d'élection. On connaît partout, dans le Baol, dans le Kayor, dans le Waalo, que buur bi nga xam ne ci la nguur jóge kenn daawul yeewu rekk cëppeel ko ci pays dañu daan wax ne diw dafa bokk ci juróom-ñaari néeg yi nga xam ne ñooy moom Bawol juróom-benn néeg ak juróom-ñaari néegal soño néegub soño bi nga xam ne moo leen di départager ñu fal ko ci pays bi avec l'assemblée des grands électeurs. defe naa ni problème bi nga xam ne moom la ñu am te boobu problème la ñu wax ñoom ñaar ñëpp mooy ne cëppeel nañu rek ay institution ci suñu kaw loolu laa tuddee colonialité wu pouvoir bi ak colonialité wu état bi. Alors maintenant à vous la parole. Je prendrai une liste des inscrites et en vous demandant à toutes de formuler les questions clairement ou les contributions parce que bientôt les résultats des élections au niveau national vont commencer à tomber. Bon, attends, donc maintenant Patricia, j'ai appris que tu savais bien nous réveiller. Je pensais que c'était que Diabo qui nous faisait ça. Mais voilà, moi, aïwa, Patricia nous réveille. Voilà, d'accord, comme ça tu vas te réveiller aussi. C'est pour le sang, la circulation du sang. Et puis maintenant, on respire, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et dernière fois, encore plus fort. Tout le monde va dire dépasser les événements événementiels dans l'événementialisation. Donc, on va recommencer pour les deux. On va recommencer pour les deux. On a fait? Vous l'avez fait. Est-ce que je vous ai vu? Vous pouvez les voir. Elles ont fait. Oui. D'accord.
j'ai 2 inscrites. En attendant, j'en ai une 3e. Elle doit me dire son nom, c'est Fatou Sarr. Ah, Maguette Ndiaye. Non, dégouma la. D'accord. Oui, Patricia. Bon, d'accord, je prends. Bon, Diobé Diop, donc je lui donnerai la parole tout à l'heure. Et Diobé va nous réveiller. Légui nak ma ngi len di wax ne ku ko mën rek nako def ci wolof. Ku mënul itam nak non ku mënul itam boko defé ci français baxna mais wolof ma gënal. Donc Diobé. OK, donc je donne la parole à Philly. jox ko micro. Où sont les micros? ma wax olof waa baax na donc maa ngi leen di nuyu waat yéen ñëpp di nuyu suñu yaay yi fi toog yëpp parce que bi ñuy nekk xale di am 20 ans ba nii yéen ñu coaché yéen ñu doon accompagner donc suñu demee ba am leadership bi mën a toog àndandoog ak yéen ba léegi c'est grâce à vous donc dañ leen di gën a remercier rek di wax ne yal na leen yàlla dul te defal leen jàmm may leen wér-gu-yaram donc damay revenir si li ñu fi dajale tey muy par rapport ak salle de veille bi pour wax ci élection yi bien vrai que ay élection anticipée la c'est vrai mais aujourd'hui on s'est rendu compte que daje bi ñu fi daje tey am na solo te ñi nekk ci biti ëppale wuñ ñu dara ñu ngi ci biir mais li nekk ci biti yëpp ñu ngi koy yëg à travers le numérique. Maintenant aujourd'hui par rapport à l'Assemblée nationale sama ñaari yaay yi dañoo def ay intervention yu am solo yoo xamante ne ni amuñu luñ ci teg mais man fi may gën a accentuer wu rek mooy par rapport au débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne dañ ko war a décentraliser au niveau local pour permettre à tout le monde de participer à ces genres de débats d'orientation budgétaire. Léegi may demander pour législature bii di ñëw nan la ñu mën a def en tant qu'organisation de femmes ensemble pour trouver des mécanismes de participation des femmes pour le débat d'orientation budgétaire plus effectif. Merci. Patricia? Non, c'est la dernière. Je crois que c'est en dernier. C'est en dernier. Il n'y a pas une autre Patricia. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, Mangi profito comme Marème Nena de Nyolak Wolof, c'est très bien. D'y féliciter panélistes, vraiment. Cette communication est 10 sur 10. Comment on dit, c'est 100% sur 100? Mais c'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Man dama am benn question bu ndaw bi nga xam ne bëgg naa ko poser jëm ci le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la loi sur la parité. Nous avons un problème national qui concerne cette loi-là et la compréhension de cette institution de ce qu'est le règlement intérieur. Li tax ma wax ko mooy gis nañu ñun ñëpp ne loi bi respecté wuñu ko ci yeneen instance jëm ci Assemblée nationale, notamment le président et le vice-président waxoon naa ko sànq. Man bi ma leen interpellé amoon foofu benn liggéey bi ma doon def ak ñoom ma interpellé leen ñu ni ma le règlement intérieur ne le permet pas. Alors que nous savons très bien que
la loi est supérieure au règlement intérieur. Et je leur ai fait comprendre que vous votez les lois, mais c'est vous qui les violez en même temps. Ça, c'est une autre question. Mais j'aimerais peut-être que vous reveniez là-dessus et que vous apportez une clarification, mais en même temps, en faire un débat national, bien que nous les pousse pour nous comprendre lan moy règlement intérieur ak lan moy loi. Voilà. Merci. Patricia. Ah non, non, c'est moi qui donne la parole. Ah, moi, on m'a donné Patricia. Salam alaikum yéen ñëpp. maa ngi leen di nuyu bu baax di gërëm ak di féliciter suñu ñaari communicatrice panéliste leen rek laa bëggoon ñaan madame Seynabou Mbaye si li nga wax ci organisation fonctionnement Assemblée nationale ndax dina comme dañ ma ne di ma dégg sànq Mariama di naan tu vas être yow yaa ñu war a jàng waaw yaa ñu war a jàngal voilà léegi voilà formatrice des formatrices ou formateur des formateurs léegi dama bëggoon nga tënk ñu kii processus bi yëpp organisation ak fonctionnement Assemblée nationale de façon très didactique waa leen ma didactique rek mën nga ko wax ci wolof benn tableau boo xamante ni fu ñuy tàmbalee ak nu muy waral ni ñu koy defaree yooyu ba mu jeex loolu rek mooy sama question merci beaucoup. D'accord. Oui, j'en ai un ici. Diobé. Attends, j'ai pas donné à Ndiaye, oui. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je suis très contente d'être entre mes mamans. ndaxte am na ñu ci bëri ñoo xam ne dama leen daan gis ci télé bi rek musuma am rencontre bi ak ñoom et puis je pense que c'est la première fois que j'assiste dans ces genres de séminaires qui nous parlent de loi, qui nous parlent d'Assemblée nationale et je suis très contente. Beneen li ma bëgg a question moo bëgg a poser rek dama ko bëgg a poser ak madame Hélène sànq dafa wax l'Assemblée nationale, les bureaux qui compose l'Assemblée nationale. Je veux revenir sur ce point. En même temps, je veux wax aussi le rôle du questeur. Ndax lu ci bari damay dégg questeur mais duma xam le rôle du questeur. Loolu laa bëggoon mu waxal ma ko mu tontu ma ci. Beneen bi mooy damay def benn petite contribution. Nous sommes une organisation de personnes handicapées. Et nous avons une loi qui nous est propre, qui est la loi d'orientation sociale. Cette loi, en général, sur des points mais l'Assemblée nationale mettre en vigueur. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes handicapées, surtout, osent faire la politique. Si nous sommes dans les instances de décision, nous devons revendiquer nos propres lois. Lolo tax sank dame bi mo wax madame Aminata il faut outiller les femmes mo bobu daf ma neex ndax so beugé def politique tamit ta xamone lan mo lay xaar Assemblée nationale xamoo loi yi lumuy wax doko mëna voter lool rek la bëggoon wax merci beaucoup en tout cas di leen féliciter sen panel bi amna important j'ai beaucoup appris merci beaucoup. Diobé yéen wax ngeen yëpp sax li ma bëggoon wax yëpp ma ni li ma bëggoon wax yëpp daanaka wax ngeen ko xanaa di leen féliciter encore parce que chaque fois que élection day am nii rek ngeen di taxawee bu yokkuwul dara manqué wul seen taxawaay dafa rafet bu Femme Africa Solidarité demee ba fii yéen a ko jàppale Binta yéen a ko jàppale toujours yéen a ngi ci wetam surtout Mariama ak Soxna Penda vraiment man damay rafetlu toujours toogaay bi parce que bu ma fekkee rek dinaa ñëw assister pour rendre compte te bis bi c'est un jour décisif pour ñëpp parce que ce sont les élections législatives bi nga xam ne nii bu ñu sañoon femmes yi dañu fay gën a bari sax ko góor ñi ndax je pense que même élections yi sànq si suba bi may déglu élections yi nee nañu participation des femmes ñoo gën a bari cette fois-ci que les hommes donc ça
vraiment ça nous encourage lu ñu loo xam ne ni lu ñu rafetlu la bu ñu sañoon jigéen ñi ñooy ëpp toujours ci instance de décision yi parce que au Sénégal aussi on se rend compte que le gouvernement actuel n'a pas beaucoup de femmes, n'a pas élu beaucoup de femmes. Donc loolu lu ñuy rafetluwul la di ñaan yàlla daal ci élection législative yi ñu fexe ba gu jigéen ñi bu ñu ëppul it ñu am fa présence loolu laa ni woon naa leen ko wax rek jërë ngeen jëf yàlla nañ ko defaat ay at ñëpp kenn bañ a wànq jërë ngeen jëf. Merci beaucoup Diobé jërëjëf taxawaay bi rafet na kontaan nañu Alimatou waaw. baal leen man su ma la setul dinaa jëm daal wax li may wax maa ngi fa rafetlu taxawaay bi tey si jigéen pas ouvert c'est pas ouvert allô ah oui c'est bon. maa ngi rafetlu taxawaay bi vous me faites répéter alors que sama wolof bi setul. non si tu veux tu parles en français. bon li ma doon wax daal c'est que vraiment occasion la pour ñun ñëpp. Et je voudrais savoir d'abord, est-ce que le député, c'est un métier? D'abord. Il y en a qui en ont fait un métier toute leur vie. Bon, autre chose, on a eu des problèmes dans l'exercice de notre cadre professionnel à l'époque sur la ratification des conventions. Et je pense que c'est un point important parce que vous allez dans les conférences internationales, on se rend compte que telle loi, telle convention n'a pas été ratifiée alors qu'il fallait prendre une position pour le Sénégal. Donc ça, c'est un point important qui se pose. Donc ça impacte, ça dépasse même le cadre de l'Assemblée nationale. Et on nous dit partout que toutes les conventions internationales du Sénégal ont été ratifiées. Mais on n'a pas la preuve. Bon, autre chose, il y a une question qui a été posée sur l'orientation budgétaire. Je pense que le préalable, c'est de comprendre ce que c'est qu'un budget. Donc il faut former les gens sur le budget, comment lire un budget. C'est très important. Et je voudrais également, pour finir, je l'avais dit ce matin. Là? Et je peux continuer. Voilà. Ce matin, je l'avais dit et on l'a répété, il y en a qui ont parlé d'orientation budgétaire. Elle a raison, mais il faut comprendre d'abord ce que c'est que le budget. Autre chose, un député doit comprendre et maîtriser tout le cadre législatif et réglementaire. Quels sont les éléments du cadre législatif et réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a des lois, il y a des classements de lois, il y a des décisions, il y a des décrets, il y a autre chose. Donc il est bon qu'on ait la même information. C'est pour compléter un peu l'intervention de Madame Lek. Hein? On en a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la liste étant épuisée, je vais donner la parole aux panélistes, en commençant peut-être par Zainabou. Et puis Aminata complétera sur les questions qui ont été posées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également toutes celles qui ont pris la parole pour demander des clarifications ou pour apporter des contributions. Donc, de façon globale, il y a beaucoup de questions qui concernent le Parlement. Le débat d'orientation budgétaire, je pense qu'il est fait au niveau national et au niveau décentralisé. Je pense que les communes, avant d'adopter leur budget, sont soumis également à la tenue d'un débat d'orientation budgétaire auquel les citoyens peuvent assister, même s'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans le débat, mais ils peuvent y assister, ils peuvent peut-être faire des notes qu'ils vont remettre aux conseillers. Ça, c'est au niveau décentralisé. Je sais que pour les formations que nous avons faites au niveau du COSEF, en mettant en place des cadres de concertation citoyenne, c'est ça qu'on visait. Et maintenant, au niveau national, le débat d'orientation budgétaire, il est fait sur la base d'un document élaboré par le ministère des Finances et du Budget, qui s'appelle le DPBEP, le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, qui fait la planification triennale glissante du gouvernement. Donc chaque année, il y a un document, par exemple, si c'est
Celui de cette année, le DOB, s'il s'était tenu, c'est le document de planification 2025, 2026, 2027. Et l'année prochaine, on glisse d'une année. Ça, c'est vraiment au niveau de l'Assemblée que ça se fait. Et malheureusement, il y a un débat qui est tenu, mais ce débat ne peut pas changer ce cadrage-là. C'est des questions techniques, peut-être sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, parce que c'est le gouvernement qui gère les finances, qui connaît les recettes, les dépenses, etc. Et quand le DPP vient, il y a un débat. Peut-être ce débat permet de prendre note. Et dans le cadre d'une loi de finances rectificative, il y a des choses qui peuvent évoluer. Ou bien la planification de l'année suivante. Mais en général, les débats tenus à l'Assemblée ne changent pas le cadrage macroéconomique déjà fait. Maintenant, la question sur le règlement intérieur et la loi sur la parité. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique qui est supérieure à une loi ordinaire. Les députés se sont longtemps accrochés à cela. La loi organique a une valeur juridique supérieure à la loi ordinaire. Mais je pense qu'une loi, c'est l'esprit et la lettre. Et ils comprennent parfaitement l'esprit de cette loi. Le président de l'Assemblée nationale fait partie du bureau. Tout à l'heure, j'ai dit que le bureau est composé du président et des 8 vice-présidents. Ils savent que le président de l'Assemblée nationale fait partie du bureau. Maintenant, s'ils le veulent, si le président est un homme, normalement, on doit avoir automatiquement une femme. Mais vous savez, c'est des enjeux importants. Parce que le rang des vice-présidents est un rang protocolaire. C'est un protocole. Et ça se discute à partir... Tout le monde sait ce qui se passe à l'Assemblée. On donne vraiment... Les postes sont distribués avant même qu'on ne vienne en salle. Les gens savent que c'est elle qui sera premier vice-président. Pendant la 13e législature, avant qu'on ne modifie le règlement intérieur, parce qu'on a modifié le règlement intérieur pour y intégrer l'application de la parité. Mais on sait qu'à un moment donné, il y avait 2 grands responsables du parti au pouvoir sortant, mais qui occupaient les 2 postes successifs. Ça, on l'a vécu, nous, parce que chaque jour, on est là, on fait les rapports. C'est protocolaire. Donc ça, c'est parce qu'il y a la caméra. Mais je peux vous dire tel nom de personne. On a première vice-présidente Awagay, mais deuxième vice-présidente un homme, troisième vice-présidente un homme, parce que c'était des questions de protocole. Et il fallait que ces personnes passent avant les autres. Donc ça, c'est la difficulté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, Rocky, je pense qu'il faut poser le débat. Vraiment, il faut poser un débat sur l'application de la parité. Maintenant, bon, Patricia, d'accord, je prends note. On va faire ça, un tableau qui revient, un tableau synoptique qui revient sur tout ça et qu'on va partager. Le bureau de l'Assemblée, j'ai parlé de la composition, le rôle du questeur. Le questeur, c'est lui qui gère le budget de l'Assemblée. Hein. C'est pourquoi c'est un poste extrêmement important. Donc c'est lui, c'est le questeur qui gère le budget. Maintenant, le député, bien entendu, n'est pas une profession, c'est une fonction. Mais quand vous voyez les listes, moi j'ai vu des listes, même les listes là, des gens qui prennent une fonction qui n'existe plus et qui le mettent. Moi, j'ai vu des gens mettre fonction au conseiller des collectivités territoriales. Donc, c'est ça. C'est pourquoi il faut que les gens travaillent à avoir des métiers, vraiment. Comprendre le budget, ce n'est pas une chose facile. Peut-être que ça fera l'objet d'une formation. Le cadre légal, je pense que c'est la pratique qui aide à mieux comprendre les choses-là. Un budget, il n'est pas du tout facile. Même ceux qui sont dans les ministères, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une nomenclature très technique qu'on prend beaucoup de temps à connaître, à maîtriser. Donc, je pense que c'était juste des ébauches. On aura peut-être l'occasion plus tard de revenir sur certaines choses. Je vous remercie infiniment. Après, on va faire le commentaire. Je vais donner
Oui, moi je pense que je ne serai pas long parce qu'il n'y a pas des questions spécifiques qui m'ont été adressées. Bon, ma wax wolof comme ni que ta marée m'a waxee. waaw yaakaar naa ni bariwul question yu ñu ma adressé li ma sur quoi je voudrais revenir c'est sur le règlement intérieur par rapport à la loi organique. Je pense que c'est vraiment une question d'interprétation opportuniste simplement parce que même si la loi organique a une valeur supérieure à la loi, les conventions ont une valeur supérieure aux lois internes. Et on sait tous et toutes que la parité, on l'a obtenue grâce au protocole de Maputo, notamment à l'article 9. Donc, argument pour argument, si on prend cette convention-là, on sait que c'est supérieur à la loi. Et cette convention a amené à la révision de la Constitution qui est en plus supérieure à cette loi organique. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des arguments qu'on peut battre en brèche. Et comme l'a suggéré Seynabou, il faut vraiment poser le débat et qu'on en fasse notre combat. Parce que également, on ne peut pas continuer à avoir des instances électives et semi-électives qui ne sont pas paritaires alors qu'on a une loi pour la parité. C'est à partir de là que la régression va partir si on n'y prend pas garde. Donc, je pense qu'à part cela, je n'ai pas entendu une question vraiment qui m'a été posée directement. Je ne sais pas si, Marema, tu as noté d'autres choses. D'accord, je te remercie alors.